Alors, de quoi va-t-on bien pouvoir parler aujourd'hui? Ça me paraît un petit peu évident. L'Union soviétique, plus précisément deux dates. Le 25 décembre 1979 et le 25 décembre 1991. Qu'est-ce que ces deux dates évoquent pour vous? Je vais vous le dire. Et comme on est en russe, on dit Na zdrowie, tovarychi. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayon Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne d'histoire militaire. Surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, soutenez-moi, soutenez mes efforts. Parce que sachez que chaque vidéo représente énormément de travail. Est-ce que comme moi, vous avez vécu le bon temps de la guerre froide? Cette période des années 70 et 80, quand on se disait que peut-être qu'on verrait arriver les troupes aéroportées soviétiques au-dessus des vertes campagnes françaises. Les troupes aéroportées soviétiques, c'est ça. Les bérets bleus. Il y avait les fameux Spetsnaz, les commandos surentraînés de l'armée rouge et les troupes du KGB. Ceux-ci faisaient énormément peur aux quartiers généraux alliés de l'ouest de l'Europe, car on craignait qu'ils ne s'habillent en civil et sèment la désorganisation comme l'avaient fait en son temps les commandos de la Waffen-SS de Otto Skorzeny en 1944. Otto Skorzeny, j'en ai déjà parlé. Ah, le bon temps de la guerre froide. Léonid Brejnev, Andropov, Tchernenko et puis Gorbatchev. Parfois on se disait, peut-être qu'ils vont la déclencher. Mais quoi donc? La troisième guerre mondiale, l'apocalypse atomique, avec plein de petits champignons atomiques partout, sur les villes. Ils ne l'ont pas fait, Dieu soit loué. Alors, pourquoi ces deux dates? Staline disait, le pape, combien a-t-il de divisions? Et ce qui est très drôle, c'est que ces deux fêtes de Noël, de 1979 et 1991, marquent chacune d'elles la fin du communisme et de l'URSS. Alors, je vais enlever cette superbe chapska, parce que c'est un peu chaud pour la saison. Voyez l'étoile rouge avec la faucille et le marteau. L'histoire est tragique. Vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. Mais néanmoins, elle peut être cocasse. Elle peut jouer sur les dates. Exemple, 25 décembre 1979. L'URSS et l'armée rouge sont au fait de leur puissance. Aux manettes, Léonid Brejnev. Brejnev, ce n'est pas un mauvais homme. Mais c'est un des apparatchiks conservateurs du Parti communiste. Il devient donc président du Présidium du Soviet suprême, c'est-à-dire président de l'Union soviétique. À l'époque, avant 1917, on aurait dit tsar de toutes les Russies. Eh oui, Léonid Brejnev, donc, veut maintenir l'Union soviétique dans toute sa puissance. Et il y a un petit problème au niveau du sud. Un pays qui s'appelle l'Afghanistan. Un pays magnifique. Un pays de montagnes, de vallées, de désert, où il fait très chaud l'été, très froid l'hiver, mais qui est habité par les terribles tribus Pashtuns. Là aussi, j'en ai déjà parlé, des Afghans. Ces Pashtuns, on va les appeler les Moudjahidines du peuple. Et à l'époque, bien qu'ils soient déjà relativement extrémistes islamiques, tout l'Occident et les médias n'auront que des yeux doux pour eux, parce qu'ils se battent contre le grand méchant, l'Union soviétique. Alors comme vous le savez, après des querelles intestines entre des factions du Parti communiste à Kaboul, en Afghanistan, et des dissensions, des menaces d'implosion du pays avec des tribus qui restent conservatrices et extrêmement musulmanes dans leur façon de vivre, alors forcément, la religion et le communisme, ça n'a jamais vraiment fait bon ménage. Donc, le camarade Léonid Brejnev décide de remettre de l'ordre dans tout ça. Il faut que l'Afghanistan reste communiste. Parce que l'Afghanistan, elle n'est pas tout seul. Elle est au milieu des autres républiques socialistes soviétiques musulmanes. L'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. Et si l'Afghanistan devenait vraiment une république islamique, alors peut-être que ses voisins musulmans auraient les mêmes tendances. Donc c'est décidé,
l'armée rouge va faire état de sa puissance. C'est l'opération Storm 333. Ne rigolez pas. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, joyeux Noël, les parachutistes et les Spetsnaz prennent possession des aéroports de Kaboul. 2 divisions aéroportées y descendent. Et au matin, des divisions motorisées franchissent la frontière de l'Ouzbékistan. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le scénario. Je le développerai dans une prochaine vidéo un petit peu plus tard. Toujours est-il que c'est parti pour l'armée rouge pour 10 ans de guerre inexpiable. Une guerre de guérilla, une guerre terrible, où vont mourir beaucoup de jeunes Russes et énormément de civils de la population afghane. On estime que l'Afghanistan, en 10 ans, a perdu entre 500 000 et 2 millions de civils tués. Et il y a 5 à 10 millions de personnes qui ont trouvé refuge et asile dans les pays voisins. Les Russes, quant à eux, ont perdu pas mal de monde aussi. Le Kremlin nous dit 15 000 soldats tués. En réalité, il faut mieux compter dans les 30 000. Vous me direz, le Vietnam des Américains, c'est 54 000 morts. Toujours et encore entre 1965 et 1971. L'armée rouge perd 450 aéronefs, hélicoptères, dont le fameux Mi-24, et avions de combat. Ils perdent 150 chars lourds. Ils perdent aussi 1500 blindés légers. Et on estime à presque 12 000 camions. Quant aux blessés et aux soldats qui seront atteints de maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde, la méningite, on les estime à environ 50 000. L'Afghanistan, c'est le tombeau de l'armée rouge. C'est le moment où toute la puissance russe, soviétique, s'est écroulée. C'est le moment où l'Occident a compris que les jours de l'Empire russe étaient comptés. Parce qu'évidemment, le coût économique a été énorme. Et le coût psychologique aussi. Jusque-là, l'armée rouge n'avait perdu aucune guerre. Souvenez-vous de l'armée rouge à Berlin en 1945, du rouleau compresseur des blindés soviétiques. Mais là, des hommes en sandales et en vêtements de coton et de laine les ont vaincus. Avec simplement des mitrailleuses telles que celle-ci ou le fameux fusil AK-47. AK-47 du nom de Mikhail Kalachnikov, l'inventeur. Pourquoi AK-47 AK, ce sont les initiales de fusil d'assaut russe, que je ne pourrais pas vous dire, et 47, c'est l'année de production, 1947. Cette arme fonctionne dans tous les coins de la planète, que ce soit dans le désert, dans la jungle, dans les rizières, sur la banquise, en climat tempéré, n'importe où, n'importe comment. C'est avec ces armes construites par des Russes que les Moudjahidines vont vaincre l'armée rouge. La créature que les Américains avaient commencé à créer en Afghanistan, les réseaux d'Al-Qaïda se sont retournés contre eux. Vous vous souvenez du World Trade Center? Et progressivement, le terrorisme islamique s'est répandu presque dans le monde entier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soutenez-moi, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.